Bonjour et bienvenue à la séance Expertise culturelle et droits de l'homme en Europe. Définition, impact et formation. Je suis Livia Holden, directrice des recherches au CNRS et basée à Paris en Sorbonne, où j'ai dirigé 2 projets financés par les conseils européens de la recherche qui sont axés sur l'expertise culturelle. Je dirige actuellement notre projet sur l'expertise culturelle qui s'appelle K-Peritia, financé par l'agence de l'Union européenne appelée COST et basé à l'Institut royal d'anthropologie d'Angleterre et Irlande. Dans cette présentation, je vais commencer par les définitions de l'expertise culturelle, de la défense culturelle, de la médiation interculturelle et de la compétence culturelle. Ces concepts sont interconnectés mais néanmoins distincts et il est particulièrement important de prendre conscience de ces différences dans les procès car ils ne sont pas interchangeables. Je mettrai en évidence les liens entre l'expertise culturelle et les droits de l'homme pour expliquer comment, dans la pratique des procédures judiciaires, l'expertise culturelle joue un rôle central dans l'évaluation des preuves. Cette partie de mon exposé passera de la théorie à la pratique pour expliquer la différence entre les rôles des rapports sur les pays d'origine, c'est-à-dire les rapports aussi appelés Country of Origin Information, et l'expertise d'un expert désigné. La déontologie et l'éthique de l'expertise culturelle, la fiabilité de l'expertise et les questions potentielles à poser aux experts. Je poursuivrai avec l'impact de l'expertise culturelle sur la justice et la société. Sur la base des données que nous avons collectées, nous avons conclu que l'expertise culturelle peut être utile, mais qu'elle présente des défis, en particulier celui du déterminisme culturel. Ensuite, je donnerai un aperçu de la formation disponible et de la situation actuelle dans laquelle la forte demande de formation est adressée de manière inégale, du profil des formateurs, du contenu de la formation et de la manière dont elle est dispensée. Je conclurai en mettant l'accent sur les liens entre l'expertise culturelle et les droits de l'homme, ainsi que sur les potentiels du haut impact qui est lié, les risques des déterminismes culturels et les moyens d'atténuer ces risques, les facteurs qui favorisent la probabilité d'un impact social positif et des recommandations pour le futur. Il est important de souligner que même si je fournirai quelques concepts utiles qui font partie du programme de formation sur l'expertise culturelle, mon exposé vise à mettre en évidence les besoins pour les professionnels du droit et les experts d'adopter de manière cohérente des programmes de formation sur l'expertise culturelle, ce qui nécessite une allocation de temps bien plus longue que celle-ci et un engagement régulier sur la durée. L'expertise culturelle est guidée par 2 définitions principales. Une définition générale sur l'expertise culturelle est une définition plus spécifique sur l'expertise autochtone. Cette définition met en évidence non seulement les prérequis et les limites de l'engagement des scientifiques avec les droits, mais elle souligne également les engagements éthiques et la position déontologique des experts. Donc, la première définition est l'expertise culturelle et la connaissance particulière déployée par les experts des lois et des cultures pour aider les autorités décisionnelles dans l'évaluation des preuves avec des informations sur les antécédents socio-juridiques des faits et des personnes impliquées. Les experts culturels doivent être indépendants et offrir une position d'affirmation critique. Cette première définition sert en tant que cadre général pour comprendre les rôles des scientifiques et leur engagement avec les droits. L'expertise culturelle fait référence aux connaissances spéciales utilisées par les experts dans les domaines juridiques et culturels. Son objectif est d'aider les autorités décisionnelles à
évaluer les preuves en fournissant des informations contextuelles sur les faits et les personnes impliquées. Il est essentiel que les experts culturels maintiennent leur indépendance et adoptent une position critique en donnant la priorité aux voix et aux perspectives de ceux qui bénéficient de leurs expertises. Une autre définition importante est à prendre en compte est l'expertise autochtone, qui se concentre spécifiquement sur les connaissances et l'expérience des peuples autochtones et des nations premières. L'expertise autochtone est la connaissance et l'expérience particulière des peuples autochtones qui localise et décrit les faits pertinents à la lumière de leur histoire, de leurs antécédents et de leur contexte particulier et facilite l'explication des concepts autochtones à un public non autochtone. L'expertise autochtone vise à identifier et décrire les faits pertinents dans les contextes de leur histoire, de leur origine et de leur culture unique. De plus, elle facilite la communication des concepts autochtones à un public non autochtone, comblant ainsi l'écart entre différentes perspectives culturelles. Et un aspect crucial qui a été mis en avant par ces deux définitions est la primauté des voix des bénéficiaires de l'expertise culturelle. Cependant, il existe une distinction entre les deux approches concernant les rôles de ces voix. Dans les concepts généraux de l'expertise culturelle, la voix des bénéficiaires peut être médiatisée par l'État, comme c'est le cas pour tous les citoyens. En revanche, l'expertise autochtone accorde une plus grande importance aux voix autochtones en tant qu'expression de l'autodétermination. Cela est directement lié au type de preuves pouvant être intégrées dans les cadres juridiques internationaux, en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones. Et cela renforce également les principes d'autonomie gouvernementale et les concepts de consentement libre, préalable et éclairé. Les droits à l'autonomie gouvernementale, affirmés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 1993, englobent les principes d'autodétermination et de consentement libre, préalable et éclairé. Et ces principes sont solidement établis dans les droits internationaux et raccordent au peuple le droit de participer à leur propre destin en déterminant leurs systèmes sociaux, économiques, culturels et politiques. Et les droits au consentement exigent que les peuples autochtones soient correctement informés, consultés et aient l'occasion de donner leur consentement à toute initiative ayant un impact sur leur vie. Alors que les deux définitions donnent la priorité aux voix des bénéficiaires, l'expertise autochtone accorde une plus grande importance aux perspectives autochtones et à l'autodétermination. Et ces principes s'alignent sur les cadres juridiques internationaux qui reconnaissent les droits des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale et au principe du consentement libre, préalable et éclairé. L'expertise culturelle peut être abordée à la fois d'un point de vue disciplinaire et interdisciplinaire, en fonction des connaissances spécialisées apportées par chacune discipline des sciences sociales dans les contextes juridiques. Et les approches disciplinaires se concentrent sur les contributions uniques des disciplines individuelles, tandis que les approches interdisciplinaires impliquent la collaboration de plusieurs disciplines. Les approches interdisciplinaires mettent l'accent sur les multiples disciplines des sciences sociales qui collaborent pour fournir une compréhension complète des dimensions culturelles dans les procédures juridiques. Et cette approche interdisciplinaire reconnaît que les affaires juridiques complexes nécessitent souvent des idées et des perspectives issues des différentes disciplines travaillant ensemble. L'expertise culturelle est proposée comme un concept cadre qui englobe plusieurs types d'utilisation des connaissances en sciences sociales,
dans le processus juridique. Et voici les types principaux d'expertise culturelle pertinents pour les processus juridiques. Allons de l'expertise culturelle telle qu'elle est définie dans le contexte européen à la compétence culturelle qui peut s'appliquer au domaine juridique, en passant par la médiation interculturelle qui peut dépasser les cadres du procès et la défense culturelle qui est principalement développée dans les contextes américains. L'expertise culturelle, développée dans les contextes européens, est indépendante et liée à des cas spécifiques. L'expert peut être interne ou externe, mais à l'autorité décisionnaire, mais doit être indépendant. Et nous avons constaté que l'évaluation de l'indépendance de l'expert varie selon les différents systèmes juridiques. Dans les systèmes de common law, l'indépendance de l'expert est associée à des professionnels extérieurs au domaine juridique et policier. Cependant, dans les systèmes de droit civil, l'indépendance est liée à l'affiliation des experts à des entités étatiques. La notion de défense culturelle a été développée dans les contextes plus larges des revendications des Premières Nations et des minorités en Amérique. Elle a été conçue comme l'utilisation d'arguments culturels dans le but d'atténuer la peine dans les affaires pénales impliquant les nations premières. Elle a ensuite été élargie à toutes les minorités sociales et par la suite, elle a été reformulée comme une information fournie aux tribunaux sur l'origine culturelle des personnes et des faits en droit pénal. La médiation culturelle et la compétence culturelle ont également été développées dans les années 1960 et reformulées plus tard dans les années 90. En tant que médiation interculturelle et compétences interculturelles, elles sont liées au mouvement des règlements alternatifs des différends aux États-Unis, aussi appelé règlement à l'amiable en France, qui insistait sur l'importance de la flexibilité de la prise en compte du contexte culturel des parties en conflit. Et ce sont généralement des instruments déployés par les spécialistes de la communication, parfois des psychologues et des locuteurs natifs de la langue, des traducteurs, des travailleurs sociaux, et visent à faciliter les processus de communication pendant les procès et après les jugements. La compétence culturelle est un ensemble particulier d'instruments qui englobe une gamme de compétences cognitives, affectives, comportementales et linguistiques qui favorisent une meilleure communication dans des environnements multiculturels. Donc, toutes ces formes, elles font toutes partie de l'expertise culturelle. Et néanmoins, elles se proposent comme format distincts et différents entre eux. L'expertise culturelle est étroitement liée à la protection et au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, tels que la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté du besoin, la liberté de la peur, la liberté de l'esclavage et de la torture, et la liberté d'opinion et d'expression. Ces libertés sont liées à des droits qui doivent être protégés, notamment les droits à la vie et à la liberté, les droits de non-refoulement, les droits à la culture et les droits à l'appartenance. Pour les tribunaux, les défis consistent à évaluer de manière adéquate les preuves dans tous ces domaines qui sont fortement influencés par la culture dans une perspective large. Il existe plusieurs définitions de la culture dans les sciences sociales et une formation adéquate sur l'expertise culturelle devrait aborder les principaux débats sur la culture pour les professions juridiques. Ce qui est important de noter, c'est
que la loi exige souvent que les décisions soient prises uniquement après une prise en compte attentive des informations récentes sur le contexte des faits. Par exemple, il ne suffit pas de constater l'existence d'une loi protégeant les témoins ou les femmes. Le tribunal a besoin d'informations sur la mise en œuvre réelle de ces lois. Et dans les cas de liberté d'expression, le tribunal doit établir si un discours particulier est offensant dans ce contexte spécifique. Dans les cas de violences contre les femmes, il est important de comprendre quel type de comportement est considéré comme de la violence en fonction du contexte. Il est également crucial d'avoir des informations indépendantes et récentes sur les décrets de mise en œuvre de ces lois et de déterminer si une personne peut être identifiée comme appartenant à un certain groupe social méritant une protection. Beaucoup de ces cas sont sensibles car les droits de certains groupes sociaux ou individus peuvent être perçus comme étant en conflit avec les droits d'autres groupes sociaux ou individus. Cependant, les tribunaux sont généralement bien équipés pour équilibrer les droits. L'expertise culturelle joue là un rôle essentiel dans l'évaluation des preuves, notamment pour déterminer l'appartenance d'un individu à un groupe social persécuté ou vulnérable. Évaluer les décrets de mise en œuvre des lois et comprendre l'influence du contexte sur l'interprétation et la mise en œuvre. Dans les cas où la loi accorde des droits spéciaux à des groupes sociaux spécifiques, par exemple les peuples autochtones, les minorités linguistiques, ou lorsque l'appartenance à un groupe peut entraîner une responsabilité légale, par exemple terrorisme, crime organisé, crime contre l'humanité, l'expertise culturelle est particulièrement importante mais aussi délicate. Il est nécessaire de prendre des précautions spéciales et des mesures éthiques pour assurer l'indépendance des experts et la capacité des juges à utiliser leur expertise de manière appropriée. En ce qui concerne l'utilisation des informations sur les pays d'origine, appelées aussi COI, les tribunaux s'interrogent fréquemment sur leur suffisance pour fournir les informations nécessaires à l'évaluation des preuves. Bien que les Country of Origin Information puissent recueillir les informations pertinentes et être sanctionnées par l'État, l'expertise des experts culturels est généralement de première main, plus détaillée, à jour et plus indépendante. Les tribunaux ayant de l'expérience dans la nomination d'experts reconnaissent par exemple que bien que les Country of Origin Information soient utiles, une bonne expertise est-elle irremplaçable car elle fournit les niveaux de détails nécessaires et les cas échéants, aussi des critiques pour mettre en évidence les risques potentiels pertinents pour une affaire. Par conséquent, une combination à la fois du Country of Origin Information et d'expertise semble être la meilleure approche à ce jour. Les experts culturels sont souvent des anthropologues et, en tant que tels, sont liés par les principes de ne pas nuire, affirmés par presque toutes les associations anthropologiques. L'indépendance des experts est une préoccupation courante dans le processus de nomination des experts. Les tribunaux peuvent percevoir la proximité des experts culturels avec les sujets de leurs recherches qui sont, devant les tribunaux, les parties litigantes, les demandeurs, les accusés. Et cette proximité peut être interprétée en tant qu'affectant la crédibilité des experts. Le devoir des experts culturels est envers les tribunaux, ce qui signifie qu'ils ne prennent pas parti prise. Indépendants,
de la source de leur nomination et de la source de leur rémunération, bien sûr. Les experts peuvent être récusés, non seulement s'ils sont perçus en tant que partiaux, mais aussi s'ils défendent idéologiquement les droits de certains groupes sociaux. Alors que les experts chevronnés peuvent suggérer que les tribunaux ne sont pas les lieux d'erreurs anthropologiques, l'anthropologie engagée et les recherches des types critiques sur l'expertise affirment que les anthropologues ont le devoir de contribuer à remédier aux inégalités sociales, y compris dans les processus juridiques. Dans la plupart des cas où des experts sont nommés, ces experts ne font pas partie des professions juridiques et ne sont pas familiers du droit, tandis que les membres des professions juridiques qui nomment des experts ne sont généralement pas familiers du domaine disciplinaire de l'expert. Et dans cette interaction interdisciplinaire, il est crucial que les questions posées aux experts soient soigneusement formulées en tenant compte du rôle et de l'importance de l'expertise culturelle dans les processus. Cette carte montre les questions qui peuvent être posées aux experts. Elles sont destinées à donner une idée du degré des détails et de l'étendue du domaine de l'expertise culturelle. Bien sûr, elles ne sont pas des questions obligatoires, mais cette carte vise à illustrer les thèmes et les degrés des détails des questions qui peuvent être posées aux experts. Et nous avons par exemple les questions concernant l'appartenance à un certain groupe social. Dans ce cas, à la fois l'auto-identification, les besoins des preuves externes, généralement ce sont les éléments requis par les tribunaux. Les questions sur l'appartenance sont pertinentes pour les cas de persécution et de discrimination en raison de l'appartenance à un certain groupe social, mais dans certains cas, l'appartenance à un certain groupe social affecte la nature du crime, tels que les crimes organisés, le terrorisme et les crimes contre l'humanité. Une prudence supplémentaire est nécessaire dans ces cas en ce qui concerne les profils des experts, leur capacité à être et à rester indépendants, et la capacité des tribunaux à utiliser correctement l'évaluation des preuves par les experts. Et puis on a bien sûr l'évaluation des risques pour autrui et des risques provenant d'autrui. Des risques liés aux dangers environnementaux sont généralement pertinents dans les cas des migrations, des droits de la famille, des droits pénals, mais aussi des responsabilités civiles. Il existe des notions particulières des risques qui sont souvent sous-estimées, comme les risques à plus long terme, lorsque par exemple les mineurs deviennent majeurs ou longtemps après un conflit familial. Et là, c'est l'expert qui est vraiment dans la meilleure position si ils ont les données des premières mains et ils sont donc en mesure de fournir ces informations. Certaines notions juridiques spécifiques sont cruciales, comme l'établissement de l'état civil des migrants, en l'absence des documents fournissant des preuves sur leur mariage, leur divorce et leur composition familiale, la notion d'entreprise qui, dans certaines traditions juridiques, est proche de la famille et est réglementée par la lignée, par exemple, les modalités de certains paiements non traçables et la notion de fraude. La protection par l'État et les autorités non étatiques est généralement évaluée en termes d'accès à la justice, d'accès aux soins de santé et d'accès à l'éducation, à l'instruction.
Ces cas sont évalués sur la base de la législation existante, mais doivent toujours être complétés par des données de premièrement sur la mise en œuvre réelle de ces lois pour les groupes spécifiques. La relocalisation interne qui est pertinente pour les personnes en danger qui retournent dans leur pays d'origine est généralement évaluée en termes des risques d'être traqués et des capacités à accéder aux services de base, surtout si les personnes concernées doivent se faire, par exemple, discrètes pour ne pas attirer des attentions des personnes qui les persécutent. Des considérations similaires concernent l'existence et la mise en œuvre de certaines lois étrangères dans les cas de protection des minorités ou de certaines catégories telles que les témoins, les enfants, les femmes, ou les lois discriminant les minorités, les lois qui vont à l'encontre des droits de l'homme, les lois garantissant un procès équitable. Dans nos modules de formation, nous expliquons aux professionnels juridiques et aux experts comment poser ces questions et comment y répondre afin de fournir les informations utiles pour évaluer les preuves. Nos données qualitatives indiquent que l'expertise culturelle a le potentiel d'améliorer la confiance dans les tribunaux et d'accélérer la durée du procès en réduisant les appels, ce qui pourrait entraîner des économies potentielles pour les contribuables et résoudre les retards judiciaires sans compromettre pour autant les garanties légales. De plus, à plus grande échelle, l'expérience culturelle a le potentiel de promouvoir l'inclusion sociale et la responsabilité sociale. Il y a une demande croissante et urgente pour la formation d'experts culturels, ainsi que des membres des professions juridiques. Dans l'ensemble, les programmes de formation actuels pour les experts culturels sont incohérents. Cependant, des progrès ont été réalisés car les tribunaux des droits ont commencé à collaborer avec les universités pour nommer des experts et demander des conseils. En France, l'École nationale de la magistrature propose une formation centralisée qui présente différents types d'expertise culturelle en mettant l'accent sur les domaines tels que l'ethnopsychiatrie, le terrorisme et plus récemment l'expertise culturelle, en général grâce aux membres de Caltexp. Cependant, ces formations sont trop courtes pour assurer un transfert substantiel des compétences et des connaissances. Au Royaume-Uni, des programmes de formation privée et coûteux existent depuis au moins une décennie, mais ils ne sont pas spécifiquement adaptés aux experts culturels. Des initiatives privées, des organisations de défense des droits de l'homme, des ONG, des associations de barreaux ont organisé des programmes sporadiques de mentorat. Les experts sont souvent formés individuellement par les biais des mentorats universitaires. Mais nous avons proposé l'adoption d'un diplôme universitaire en France qui commencera en septembre 2023. Caltexp sert également de conseiller pour les programmes de certification des anthropologues experts à l'Institut royal d'anthropologie au Royaume-Uni et en Irlande et a été aussi mandaté pour dispenser des cours menant à ces diplômes. Et les programmes de formation comprennent souvent des études de cas qui peuvent avoir des résultats mitigés, notamment dans les pays des droits civils où la jurisprudence a un rôle bien différent en tant que source de celui d'être source de droit. Et donc, ma suggestion est que sans le soutien des cadres théoriques appropriés, l'approche au cas par cas comporte quand même les risques d'adopter une approche universelle qui conduit au déterminisme culturel et stigmatise les groupes sociaux. Les formateurs eux-mêmes ont des horizons assez différents et diversifiés.
Ils comprennent d'anciens membres des formations juridiques et des universitaires. Dans l'ensemble, la formation des experts culturels et des membres des professions juridiques reste plutôt sporadique, occasionnelle et dépourvue de structures. Et mis à part des programmes spécifiques, la formation tend à être introductive et insuffisante pour transférer des compétences adéquates. En conclusion, cette séance met en évidence les liens étroits entre l'expertise culturelle et les droits de l'homme. Les tribunaux ont besoin d'informations à jour et des premiers mots pour évaluer les preuves concernant les libertés fondamentales. Bien que les informations sur les pays d'origine, Country of Origin Information, fournissent une vue d'ensemble utile, elles manquent souvent des niveaux de détails nécessaires pour des cas spécifiques. Pour améliorer les décisions, la nomination d'experts culturels devient cruciale, en particulier au premier niveau de juridiction. L'expertise culturelle a le potentiel d'avoir un impact social significatif, notamment une meilleure reconnaissance de la diversité sociale, une confiance accrue dans les pouvoirs judiciaires, un meilleur accès à la justice et à la résolution des retards de la justice tout en respectant les garanties légales. Cependant, il est crucial de réduire les risques de déterminisme culturel afin de s'assurer que la culture n'est pas utilisée comme un outil de discrimination ou de justification des crimes. La surveillance de l'impact social est importante pour prévenir une telle utilisation abusive. L'accès aux connaissances professionnelles est identifié comme un facteur qui améliore l'impact social de l'expertise culturelle, ce qui nécessite que les juges et les experts aient les capacités nécessaires. Et actuellement, la formation en expertise culturelle est plutôt inégale et coûteuse. Par conséquent, en tant que scientifique, je recommande également un dialogue interprofessionnel systématique par les biais des formations professionnelles régulières et approfondies pour les juges et les experts. Merci et voici les détails de nos contacts.